Suite de cette série de vidéos où l'on va découvrir les micro-automates Millennium de Cruze. Aujourd'hui, on va utiliser les entrées analogiques et faire différents programmes pour les exploiter. On commence par le câblage sur le dessus de l'automate, à côté de l'alimentation 24 volts. Sur EM4, il y a 16 entrées Tor et certaines seront aussi utilisables en analogique. À partir de I5, on a 12 entrées pouvant être configurées en tension. On voit le DI et le V pour voltage sur le repérage. Et les 4 dernières peuvent aussi être utilisées en courant. On voit les symboles DI ou V ou milliampères. Et si on a un Millennium Evo, il y a aussi 16 entrées Tor, mais seulement 8 entrées tension et pas d'entrée courant. Je vous montre avec le logiciel Cruzesoft. Ici, un contrôleur Millennium Evo, on voit 4 entrées DI, Digital Input, 8 DI ou V voltage et 4 DI. Donc les DI, je peux les mettre où je veux, n'importe où. Partout, c'est possible, jusqu'à la fin. Par contre, si je prends à I-volt, donc tension, là, c'est pas possible. Là non plus. Là non plus. Là, ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça le fait toujours. Et ça le fait plus. On remarquera bien, que je ne peux pas placer les entrées courants, ni ici, ni là, nulle part. Contrairement à l'autre type de contrôleur, je vais changer contrôleur, je vais prendre un EM4. Là, pareil, je peux mettre des digital input, partout. Les analogues, je ne peux pas les mettre au début. Par contre, à partir de 5, c'est possible. 5, je peux en mettre partout. Et les entrées analogiques ampères, je ne peux pas les mettre n'importe où, mais à la fin, c'est possible. Là, c'est pas possible. Uniquement les 4 dernières sont possibles. Contrairement ici. Voilà, donc suivant le type de contrôleur, on a différentes possibilités. Je commence avec l'utilisation des entrées tension. Le bloc de paramétrage comporte plusieurs parties. Le filtrage et la mise à l'échelle, j'en parlerai tout à l'heure. Regardons tout d'abord les 3 possibilités qui définissent la gamme de tension mesurée. Au choix, de 0 à 10 volts, ou de 0 à la tension d'alimentation du contrôleur, ou de 0 à 30 volts. Pour faire un premier test, je vais brancher un potentiomètre sur le 24 volts. Comme ça, j'aurai une tension réglable que je vais envoyer identique sur les entrées I5, I6 et I7. Allez, démo. Premier programme donc avec mes 3 entrées analogiques. Je les ai paramétrées de façon différente. La première en 0,10 volts, malgré que physiquement, réellement, il va y avoir jusqu'à 24 volts. On va voir le problème que ça engendre. Ok, l'autre, je l'ai paramétré en 0 VCC, donc correctement par rapport à la gamme des tensions qui va être appliquée. Ok, et l'autre, paramétré en 0,30,5, donc le mode voltmètre, avec ici une mise à l'échelle automatique, on ne peut pas faire autrement, qui va aller jusqu'à 305 pour 30,5, donc ça veut dire qu'on est en dixième de volt. Pour les autres, on a quoi? On a au niveau de l'échelle, une variation
de 0 jusqu'à 4095 en numérique parce que le convertisseur analogique numérique est de 12 bits. Donc 4095 pour la valeur max de la gamme choisie. Donc ici pour 10 volts, on aura 4095. Et dans mon cas, je vais mettre un comparateur pour, eh bien, lorsque l'on atteint cette valeur, un comparateur valeur de 4095 fixe, eh bien, lorsqu'elle est égale, je vais commander une sortie, un voyant pour dire que c'est au maximum. L'autre, c'est pareil, ça va être entre 0 et 4095, mais jusqu'à 24 volts. Je vais faire afficher d'ailleurs au niveau du convertisseur analogique numérique la valeur sur l'écran LCD. Donc voilà, sur 5 chiffres. Et je vais faire également la conversion en binaire pour voir justement les 12 bits et confirmer qu'il y a bien 12 bits. La valeur au niveau des volts, je la fais également afficher avec un chiffre après la virgule. Pourquoi? Parce qu'on va jusqu'à 305, donc c'est des dixièmes de volts. Donc là, du coup, ça sera affiché en volts. Voilà, allez, un petit test. Alors, je me suis mis en ligne, à gauche la visu dynamique, à droite la manip avec le potentiomètre que je fais tourner pour augmenter la tension progressivement. On voit qu'il y a correspondance entre le voltmètre que j'ai mis pour vérifier et la tension mesurée à partir de l'entrée I7. On voit également la conversion sur l'entrée I6 avec les valeurs CAN qui correspondent à 4095 pour 24 volts. Et on a vu également que lorsqu'on franchit la barre des 10 volts, on est au maximum de la pleine échelle sur l'entrée I5 et donc 4095 qui active le voyant. Alors, pour compléter le programme, je vais rajouter ici un affichage sous forme de barre graphe. Comme ça, on va voir évoluer une barre plus ou moins grande en fonction de la tension mesurée. Je fais une mise à l'échelle puisque on a 18 morceaux sur le bar graphe et donc 18 sur 4095, la pleine échelle mesurée pour la pleine tension de 24 volts. Et je vais également afficher la valeur en volts, mais convertie à partir de cette entrée-là, plutôt que l'autre. Pourquoi? On va voir que c'est plus précis en fait. L'avantage de cette entrée qui va en voltmètre jusqu'à 30 volts, c'est que justement elle va à 30 volts, mais la mise à l'échelle ne permet pas de faire des valeurs plus précises. C'est-à-dire que si je veux 2 chiffres après la virgule, par exemple, ok, je reviens et il ne prend pas en compte. Donc il y a une résolution de 0,1 volt, mais on peut faire mieux à partir d'ici, puisque moi je peux faire une mise à l'échelle, par exemple, de 24 volts et 3 chiffres après la virgule pour 4095. OK. Et je vais l'afficher sous forme de volts. Et là, justement, on aura les 3 chiffres après la virgule. Allez, démo. Je reprends mon potentiomètre, je tourne un tout petit peu, voilà, 35 millivolts qui sont mesurés maintenant, puisqu'on a 3 chiffres après la virgule. Et donc, avec cette technique, on est beaucoup plus précis. Alors, on peut aller qu'à 24 volts, contrairement à l'autre, il y a avantage, inconvénient, bien sûr. Et on voit la proportion qui s'établit. On voit également le bar graphe qui augmente au fur et à mesure sur l'écran en haut, là, au fur et à mesure que j'augmente la tension. Et on voit la correspondance. Alors, on voit que le coefficient est peut-être ajusté très légèrement, 23,93 pour 24,0. Donc, il faudrait légèrement modifier si on voulait faire exact le coefficient pour faire super précis. Allez, je vais compléter mon programme en rajoutant le bloc scope, là, qui est un oscilloscope et qui va permettre de visualiser
Eh bien, des signaux soit numériques tout ou rien, je vais par exemple voir l'état du voyant, ou des valeurs numériques, j'en ai pas parlé, mais les valeurs numériques, c'est les doubles traits là avec des connecteurs verts, on les identifie et là je peux, eh bien, visualiser cette, valeur numérique. Je rappelle qu'elle varie jusqu'à 4095 et je vais, tiens, rajouter celle du voltmètre qui elle évolue jusqu'à, 30 volts. Voilà. Allez, c'est parti pour un test. Je suis en ligne, je fais apparaître le scope. Voilà, alors j'ai pris un peu d'avance. J'ai mis les noms des variables, j'ai mis les échelles, par exemple 4095 pour l'entrée 3 qui correspond à la valeur numérique issue du convertisseur sur l'entrée 0 VCC, le voltmètre qui va jusqu'à 305. Allez, start. Je fais évoluer le potentiomètre, on voit la tension qui change. On voit l'état ici du voyant qui s'allume, je peux le voir, il est on, à normal puisque la tension a dépassé 10 volts. Si je redescends au-dessous de 10 volts, eh bien il s'éteint. Je peux remonter la tension. On voit l'évolution au cours du temps comme sur un oscilloscope. Les petites marches d'escalier là sont liées à l'échantillonnage que j'ai choisi par exemple à 200 millisecondes. Allez, autre chose que je voulais vous montrer, c'est le paramétrage des entrées. Il y avait, souvenez-vous, une possibilité de mise à l'échelle. À quoi ça sert? Ben, ça sert si justement on veut éviter d'utiliser un bloc gain. Ça permet de faire la correspondance d'une autre façon. Donc, ça peut être intéressant. Et enfin, la fonction de filtrage, je vais vous montrer, je vais l'activer. Ça permet de filtrer le bruit sur une entrée analogique avec différentes fréquences. Je prends la valeur la plus faible, donc là ça veut dire que l'on a un filtrage très fort. Si vous faites le calcul, une fréquence de coupure de 0,06 secondes, ça fait un temps de réponse de l'ordre de 2 secondes et quelques. Donc on va vraiment voir l'impact, ça va même introduire un temps de retard que je vous montre tout de suite avec l'oscilloscope. Pour l'instant, l'entrée est à 0. Je fais une variation brusque sur le potentiomètre. Donc on voit que la tension au niveau du voltmètre est passée brutalement à 24 volts et on voit un temps d'établissement qui correspond au temps de réponse du filtre. On le voit bien sur l'entrée qui est filtrée, c'est-à-dire sur l'entrée canne. Je fais dans l'autre sens, c'est la même chose. Et bien sûr, si on fait des variations brusques pour simuler comme s'il y avait du bruit au niveau d'une entrée, le filtre ne garde que la valeur moyenne. Donc voilà, fréquence de coupure à adapter en fonction des variations que l'on veut éliminer. On continue avec le traitement d'entrée spéciale. Cela permet d'utiliser des capteurs dont la résistance est variable. Le câblage est direct, sans montage potentiométrique. La variation de résistance peut être liée à la température, par exemple avec des sondes NTC, ou résistance qui varie en fonction de la lumière. Pour les sondes de température à base de résistance, deux modèles. Un pour lequel la résistance diminue avec la température, et pour l'autre, c'est l'inverse. On remarquera que les variations sont non proportionnelles. Je vous passe les détails, mais il est possible d'exprimer la relation entre résistance et température à l'aide de formules. Mais c'est pas si simple quand même. Heureusement, Cruze met à disposition des blocs qui intègrent ces formules à les démos. Je commence avec une résistance très grande, j'ai mis 10 kOhms, donc ça fait une valeur faible au niveau ici de la conversion, et donc une température de -0. Je réduis la résistance au fur et à mesure. Je réduis
Et plus je réduis la résistance, plus la température augmente. Je continue et j'atteins quasiment 0, c'est-à-dire que j'amène quasiment 24 volts à l'entrée analogique, résistance quasi nulle, on est quasiment à la limite de 4095, et donc on est à la limite 120 degrés le max, avec bien une relation que je vais détailler entre cette entrée et cette sortie. Alors ici, j'ai repris différentes valeurs d'entrée et de sortie du bloc CTN2 là, pour voir un petit peu l'évolution, et j'ai tracé la courbe qui correspond bien, à ce que Crouzet a programmé et ce qui est censé être l'évolution de la résistance en fonction de la température, donc une courbe non linéaire. L'intérêt maintenant, c'est que je vais vous montrer que l'on peut utiliser les points ici pour former un fichier. Je les mets sous forme X dans la première colonne et Y dans la deuxième colonne. Et je vais enregistrer ça sous forme de fichier CSV, c'est-à-dire avec un séparateur point-virgule. Je reviens à mon programme et je vais chercher un bloc fonction de transfert, y égale f de x, que je vais placer avec l'entrée identique que mon bloc NTC. À l'intérieur, je vais lui dire d'importer le fichier CSV, donc les points que je viens d'enregistrer. On retrouve les mêmes valeurs que dans l'Excel. OK. Et je vais afficher ça juste au-dessous de l'autre pour qu'on voit bien la différence. Donc, je vais le mettre là avec 2 chiffres après la virgule. OK. Et je teste. On voit ici qu'il y a correspondance entre la conversion du bloc tout préparé de Crouzet et le bloc que je viens d'implanter avec ma fonction transfert. Si je change des valeurs, on voit les mêmes résultats, ou presque, à très très peu d'écart, aux erreurs d'arrondi près. Le bloc se comporte de la même façon. Ouais, là, il y a un tout petit écart. Voilà, donc alors vous allez me dire, mais à quoi ça sert de recréer un bloc qui existe déjà? C'est juste pour vous montrer que si on avait un capteur différent, qui ne soit pas NTC 1, 2 ou 3, mais un capteur quelconque, même qui ne soit pas de température, qui soit de n'importe quoi d'autre, je peux me faire ici n'importe quelle courbe et reproduire n'importe quel comportement, et tout ça sans équation. Allez, dernier test, regardons le comportement des LDR. Ce sont des photorésistances qui ont leur valeur ohmique qui diminue plus l'éclairement est fort. Là aussi, attention, c'est une courbe non linéaire. Pour la câbler, souvent on utilise un pont diviseur. Avec le Crouzet, c'est même pas besoin, on peut câbler en direct. Et dans le programme, un bloc Lux permet de gérer la non-linéarité de la résistance. Ou si on a un capteur spécial, un bloc Y de X pour se créer une fonction de transfert perso. Allez, démo. Une entrée analogique que j'ai paramétrée en 0 VCC, c'est le mode dit potentiomètre. Voilà, c'est tout. Un bloc Lux qui va automatiquement donner des Lux jusqu'à 8000 pour des LDR standards, s'il est raccordé comme je l'ai fait à l'entrée analogique potentiomètre. Un petit display. Allez, je vous montre. Je prends une résistance variable de 10 kΩ que je réduis au fur et à mesure, et on voit que les lux affichés ne correspondent pas proportionnellement à la position du curseur. Si on trace un graphe, ça donne ça. Au début, 10 kΩ, très peu de lux, puis je réduis jusqu'à 0 la résistance, les lux augmentent à l'infini. Alors la démo, je l'ai fait manuellement, mais si on prend une vraie photorésistance, on aurait cet ordre de grandeur, plus grand que 10 kg, c'est l'obscurité,
et vers 1 kg ou moins, 2000 lux, c'est très lumineux. Voilà, bah, je m'arrête là pour les entrées analogiques. Et ben, à bientôt pour la suite avec les sorties PWM.